Antoine Labeyrie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le concepteur d'un télescope géant, l'hypertélescope LISE, que vous mettez au point et que vous construisez avec votre équipe dans une vallée des Alpes de Haute-Provence, près de Barcelonnette. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un hypertélescope et comment cela fonctionne-t-il? Les astronomes, depuis quelques siècles, construisent des télescopes de plus en plus grands. Pourquoi? Parce que, d'une part, c'est plus lumineux, on peut observer des étoiles ou des galaxies plus faibles, donc plus lointaines, parce qu'un grand miroir collecte plus de lumière. D'autre part, parce que, en principe du moins, cela améliore la résolution, c'est-à-dire qu'on peut voir des détails plus fins sur l'objet. Bon, par exemple, vous savez que chaque étoile est un soleil, mais à part notre soleil, toutes ces étoiles sont des soleils extrêmement lointains, tellement loin que même dans les plus puissants télescopes actuellement, on ne voit pas le détail de la forme d'une étoile. On ne voit pas ses taches, on ne voit pas ses flammes comme celles du soleil, etc. Pourquoi? Parce que les télescopes sont trop petits. Bon, alors, on sait que si on avait des télescopes plus grands que 5 mètres, par exemple 10 mètres, 20 mètres en diamètre, et qu'on arrive à éliminer la perturbation qu'introduit l'atmosphère terrestre, qui diminue la netteté d'image, donc la résolution, par exemple si on fait ça dans l'espace, eh bien, on commencerait à voir les détails des étoiles les plus proches. Bon, par exemple, le télescope Hubble qui est dans l'espace et qui a un diamètre de 2,40 m est juste un peu trop petit pour commencer à voir ces détails des plus grosses étoiles. Par exemple, une étoile supergéante comme Bételgeuse, qui est tellement grosse que si elle était à la place du Soleil, nous serions dans l'étoile, ce qui ne serait pas confortable. Si le télescope Hubble faisait 3 mètres ou 4 mètres au lieu de 2,40 m, on commencerait à avoir un petit peu de détails sur cette étoile. Bon, donc l'idée de l'hypertélescope, c'est d'essayer de faire un télescope géant qui ferait par exemple 1 km de diamètre, mais comme on ne peut pas le construire de façon classique, il faudrait un immense miroir qu'on ne sait pas construire, d'une seule pièce, on le fait en petits morceaux, c'est-à-dire qu'on fait un miroir géant mais en petits morceaux. Alors on commence par mettre quelques petits miroirs de par exemple 15 cm de diamètre, c'est ce que nous faisons actuellement, on les dispose sur le fond d'une vallée qui a une courbure à peu près régulière. On les dispose, on en met le plus possible, mais enfin pour l'instant nous commençons avec 2 ou 3. Et ces miroirs sont légèrement concaves, ils sont comme des petits morceaux d'un miroir géant concave, ils focalisent la lumière d'une étoile sur une nacelle où il y a une caméra qui se trouve actuellement à 100 mètres au-dessus du fond de la vallée. Et c'est par un effet d'interférence de la lumière collectée par les différents miroirs qui se trouvent concentrés et recombinés sur la caméra que l'on arrive à avoir des informations à haute résolution qui peuvent montrer des détails de l'étoile. Quelles sont les applications et les objectifs scientifiques d'un tel instrument d'observation? Alors, évidemment, plus il est grand et plus les petits miroirs sont nombreux, plus l'information collectée est riche, plus c'est puissant, et plus ça permettra de voir des sources lointaines et peu lumineuses. Par exemple, des galaxies très lointaines, à la limite, ou même au-delà des limites de l'univers actuellement connu. Alors, les applications sont immenses pour l'astronomie. Dans un premier temps, on pourra commencer par regarder les étoiles proches, regarder leurs planètes, puisque vous savez que depuis 15 ans, on a découvert des milliers de planètes qui tournent autour de beaucoup d'étoiles proches, et même essayer de voir s'il y a de la vie sur ces planètes en faisant de la spectroscopie, c'est-à-dire en ajoutant devant la caméra un spectrographe qui permet de voir si certaines fréquences spectrales, longueur d'onde spectrale du spectre de l'étoile, ou de la planète plutôt, indique la présence de molécules comme l'oxygène ou l'ozone qui peuvent caractériser la vie, voire éventuellement de la chlorophylle ou l'analogue de chlorophylle. Bon,
Alors, ça doit permettre aussi de mieux voir, de former des images directes de l'étoile qui permettent, où on voit ses détails et qui permettent de mieux comprendre comment elle fonctionne. Bon, vous savez que les étoiles, ce sont des soleils, mais il y en a qui sont beaucoup plus chaudes que le soleil, d'autres qui sont beaucoup plus froides, d'autres qui sont plus jeunes, d'autres plus vieilles, et d'autres plus grosses et d'autres plus petites. Et on n'a pas encore bien compris, on sait que ce sont des espèces de bombes à hydrogène géantes, mais on n'a pas encore complètement compris comment elles fonctionnent, et parce que bien souvent on manque de détails. Bon, alors au-delà des étoiles, il y a une quantité d'objets mystérieux qu'on n'a pas compris. Bon, par exemple les trous noirs, les étoiles à neutrons, et puis les galaxies extérieures, il y en a des milliards. Et au centre de ces galaxies, il y a en général un mystérieux point très brillant dont on pense que c'est un trou noir géant ayant une masse correspondant à des millions de soleils. On aimerait bien comprendre comment tout ça fonctionne, donc avoir plus de détails. Bon, et puis pour les galaxies les plus lointaines, qu'on voit sous forme d'une petite tache lumineuse extrêmement faible et extrêmement petite, on n'arrive pas à voir le détail, mais on sait que selon la théorie du Big Bang, de l'explosion primordiale, à laquelle tous les astronomes ne croient pas. Moi, je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste, mais je ne sais pas trop si je dois y croire. Ça fait un peu mythologique. Oui, on a très peu actuellement d'indications, de preuves que ça a vraiment eu lieu. Et les étoiles, les galaxies les plus lointaines qu'on peut observer, leur lumière a mis des milliards d'années à nous parvenir et nous montre donc comment était l'univers avant. Bon. Et c'est une question cruciale pour essayer de mieux comprendre l'origine de l'univers, sa formation. Vous savez que certains physiciens, mathématiciens euh, disent qu'en réalité, il n'y a pas un univers, il y a un multivers, il y a plusieurs univers. Bon, on en sait, on manque d'informations pour en décider, et de ce point de vue-là, l'hypertélescope devrait pouvoir apporter beaucoup. Antoine Labéry, pourriez-vous nous raconter comment l'idée d'un tel projet a vu le jour? Quelle est la genèse de l'hypertélescope LISE? Oui, alors c'est une suite de ce qu'on appelle l'interférométrie. Alors qu'est-ce que c'est que l'interférométrie? C'est l'art de combiner des ondes lumineuses pour former des interférences. Qu'est-ce que c'est que des interférences? Mais vous savez que quand on jette une pierre dans une flaque d'eau, il y a des belles ondes circulaires qui s'élargissent. Et vous savez que si on jette deux pierres à la fois, eh bien chacune fait ses ondes circulaires. Et si on regarde de près, qu'est-ce qui se passe là où les ondes se croisent? Eh bien, il se passe des choses amusantes. L'amplitude du déplacement vertical de l'eau, si on met un petit bouchon, par exemple, on le voit qui monte et qui descend, eh bien, il y a certains endroits où il monte deux fois plus haut, et à d'autres endroits où, au contraire, il ne bouge pas du tout. C'est parce que là où les ondes se croisent, leur effet peut se cumuler ou se détruire. Bon, alors, la même chose se produit avec le son. Si vous avez deux haut-parleurs, ça fait des interférences de son aussi. Et elle se produit aussi avec la lumière, parce que la lumière est aussi une vibration de très très courte longueur d'onde. Et si vous avez deux sources lumineuses, leur lumière peut aussi se détruire ou se renforcer. Bon, à condition que ces deux sources soient cohérentes. Alors, par exemple, le plus simple, c'est de prendre un petit laser et de mettre deux trous devant, et à ce moment-là, ça fait de la lumière cohérente, et on voit des belles interférences sous forme de bandes lumineuses avec des bandes sombres intercalées. Bon, alors, on peut faire la même chose aussi sur les étoiles. Déjà, il y a un siècle, euh, des astronomes français, Fizeau et Stéphane à Marseille, avaient réussi à observer ça sur une étoile en mettant à l'entrée de leur télescope un carton avec deux trous, deux ouvertures. Bon. Et puis, c'était repris entre les deux guerres par un physicien américain qui s'appelait Michelson, avec grand succès, et ça lui avait permis, pour la première fois, d'arriver à mesurer le diamètre
d'une étoile la plus grosse, super géante, Bételgeuse. Ça avait été un très grand succès. Puis, après sa mort, ça s'est arrêté. En fait, à l'époque, c'était trop difficile. Les techniques étaient pas mûres. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas d'asservissement. C'était trop difficile. Parce que ces expériences demandent une très grande précision de mécanique et d'optique pour régler la longueur de propagation de la lumière. Bon, alors, notre équipe a repris ces expériences dans les années 70. Nous avions construit à Nice un interféromètre qui était le premier utilisant deux petits télescopes et qui avait permis de voir des choses à l'époque, ils étaient espacés d'une douzaine de mètres, et ça avait permis de voir des choses sur des étoiles. Par exemple, le diamètre des deux étoiles de l'étoile double Capella, que les plus puissants télescopes de l'époque ne pouvaient pas voir. Et puis, dans cette logique, j'ai cherché à trouver un moyen d'utiliser non pas deux télescopes, mais un grand nombre. Et il s'est avéré que oui, c'est possible. Et en faisant un peu de théorie, j'ai pu voir qu'on pourra, à ce moment-là, obtenir des images directes d'une étoile où on voit ses détails. Et nous avons commencé à construire un prototype dans le massif de l'Ubaye, dans les Alpes du Sud, près de Barcelonnette, dans une haute vallée qui a une courbure presque régulière, où on peut essayer de disposer beaucoup de miroirs pour faire l'équivalent d'un miroir concave géant. Le site de construction se situe dans la vallée de la Moutière, au cœur du parc national du Mercantour. Je sais que vous êtes un ardent protecteur de la nature et de notre environnement. Je suppose donc que le projet d'implantation du télescope LISE doit avoir un cahier des charges relativement strict en termes d'intégration dans l'espace naturel. Oui, cette vallée a deux versants. Le versant sud est effectivement dans le parc, dans le cœur du parc naturel du Mercantour, pas le versant nord. Mais notre projet est en fait extrêmement léger pour l'environnement. Il n'y a aucun béton, il y a juste quelques tripodes amovibles. Il y a un câble en Kevlar suspendu à 100 mètres du sol pour porter la caméra. Mais tout ça, c'est complètement démontable. On ne coupe aucun arbre, on touche le moins possible à la nature. Et en fait, les visiteurs qui viennent, ils sont nombreux, bien souvent nous demandent mais où c'est l'hypertélescope, on a cherché partout, on n'a rien trouvé, nous disent-ils. Alors effectivement, c'est quasiment invisible. Il y a quelques tripodes dans l'herbe, dans le fond de la vallée, et nous avons pris toutes les précautions possibles pour ne pas interagir avec l'environnement. Bon, par exemple, il faut de l'électricité pour piloter la caméra, etc. Nous avons mis des photopiles, des panneaux solaires. Et voilà. Et c'est pour ça que le parc du Mercantour a bien voulu nous autoriser à faire ces essais. Alors peut-être serait-il intéressant, parce que c'est aussi une des particularités du projet de l'hypertélescope LISE, d'aborder la partie financement. Car en fait, hormis quelques aides de collectivités locales, le financement que vous avez eu provient principalement de l'association Hypertélescope LISE, mais aussi de dons. C'est aussi la singularité du projet qui ouvre la porte, dans le principe, très certainement au fonctionnement de la recherche dans l'avenir. C'est donc de la recherche participative. Oui, c'est pas très coûteux, mais pour l'instant, il s'agit de faire un prototype, faire des essais, en mettant quelques miroirs, et si ça marche bien, alors ça nous permet d'apprendre à les régler, ce qui est très difficile, et de voir si c'est viable d'envisager un grand nombre de miroirs, une centaine de petits miroirs par exemple. Plus on a, mieux c'est au point de vue performance. Et maintenant, nous sommes à peu près convaincus que oui, c'est possible. Et nous essayons de trouver un petit peu de financement. Vous savez que en astronomie et dans d'autres sciences, il y a actuellement un très grand mouvement d'amateurs qui se passionnent, par exemple pour l'astronomie. Vous avez des milliers, des millions sans doute d'astronomes amateurs dans le monde. Et ils font des découvertes de plus en plus
ils font des découvertes et ils ont des idées que n'ont pas les professionnels, d'autres idées, ou bien souvent ils aident les professionnels. En fait, il y a un certain nombre d'astronomes amateurs qui nous aident pour ce projet, qui viennent l'été avec leurs tentes et leurs idées et qui nous aident pour des calculs, pour faire de l'électronique, pour faire des observations, etc. Et donc ça, c'est extrêmement encourageant. Bah, vous savez que jusqu'au début du XXe siècle, toute la science depuis 1 million d'années, parce qu'il ne faut pas oublier que nos lointains ancêtres qui ont inventé le feu, ils ont 700 000 ans. Je ne sais pas s'ils étaient professionnels ou amateurs, mais enfin bref, ils ont inventé le feu quand même, et la science, ça existe depuis cette époque-là. C'est pas nouveau. Bon, et c'est seulement depuis un siècle que la science est devenue professionnelle et financée par les contribuables. Mais c'est peut-être pas l'avenir. Peut-être que grâce à Internet, la science va redevenir largement amateur. Bon, alors, actuellement, nous cherchons effectivement à avoir un peu de financement pour ces essais. Alors vous avez proposé à la NASA et à l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, d'exporter dans l'espace ce type de télescope, cette conception à multiples miroirs, avec non plus une taille d'1 kilomètre de diamètre, comme celui en construction dans la vallée de la Moutière, mais là on passe à une échelle de l'ordre de 100 000 kilomètres, ce serait donc une flottille de miroirs. Oui, nous avons fait des propositions à la NASA et à l'Agence spatiale européenne. Bon, alors l'idée est de faire dans l'espace une flottille de petits miroirs qui volent, qui sont pilotés de façon très précise, pour constituer un miroir géant concave en petits morceaux, si vous voulez. Bon, et comme il y a de la place dans l'espace, nous saurions comment faire. Sur le papier, nous saurions exactement comment construire un engin de ce genre, dont la flottille aurait un diamètre qui pourrait aller jusqu'à 100 000 kilomètres. Donc c'est gigantesque, beaucoup plus grand que ce qu'on peut faire sur Terre. Et évidemment, ses performances seraient extraordinaires, sa résolution serait considérable. Par exemple, on pourrait voir les détails du pulsar du crabe. Le pulsar du crabe, c'est le mystérieux résidu de l'explosion d'une supernova qui a été observée par les Chinois en 1054 et dont on sait maintenant que c'est un objet extraordinaire. Ce serait une étoile à neutrons tellement dense que les électrons des atomes sont rentrés dans les noyaux et que cette étoile aurait un diamètre de l'ordre de 20 km. On l'observe avec un petit télescope avec des petits télescopes depuis la Terre, elles ont une 19e grandeur. Et comme elles sont extrêmement compactes, il faut un télescope gigantesque pour voir vraiment les détails. Ça n'a jamais encore pu être fait. Donc 100 000 km, ça permettrait de le faire. Bien. Alors, les agences spatiales ne sont pas encore tout à fait prêtes à attaquer ce genre de projet, mais ça va peut-être venir, d'autant que nous cherchons à simplifier la conception et que nous avons proposé de prendre des très petits miroirs, gros comme une pièce de monnaie, qui voleraient dans l'espace librement ou pas tout à fait librement, parce qu'en fait, ils seraient coincés, ils seraient piégés par 2 rayons de laser. Donc il y aurait un gros laser là-haut et qui enverrait 2 rayons sur chaque miroir. Il y aurait des milliers ou des millions de petits miroirs espacés de quelques mètres ou 10 mètres ou 100 mètres ou 1000 mètres, selon qu'on est plus ou moins riche, et qui focaliseraient tous la lumière de l'étoile sur une caméra située plus loin. Antoine Labeyrie, merci de vos explications concernant ce magnifique projet.